Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons traiter de sujets assez complexes, puisqu'il s'agit d'être rigoureux, ah, putain, d'être rigoureux et clivant. Euh, clivant. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir se demander pourquoi la gauche perd. Pourquoi la gauche perd? Pourquoi la gauche laisse des sujets à la droite qu'elle devrait pourtant traiter, en fait. Oui, 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 ces sujets-là vont peut poser problème à notre petit cœur, hein, à gauche, mais seront nécessaires si la gauche, en fait, veut gagner des points, si elle ne veut pas laisser un certain nombre de sujets à la droite, elle va devoir se les approprier, en fait. Parce que la politique de l'autruche, je n'y crois pas. Donc, je ne prétends pas, bien sûr, donner de solution définitive aux problèmes, à la crise de la gauche actuelle, mais j'invite à une piste de réflexion. Donc, faites extrêmement attention à ce que je vais dire, hein. Je ne souhaite pas. Je sais que les accusations pourraient voler hautement, hein, sur ce genre de sujet. Après, ça dépend quelle thématique, mais voilà. Euh, il va falloir bon, prendre avec des pincettes ce que je vais dire, le contextualiser et y réfléchir ensuite. Pourquoi la gauche perd? Alors, euh, après cette brève avertissement, hein, il va falloir qu'on aborde quatre sujets qui sont un peu liés les uns avec les autres, hein. C'est la question des tabous à gauche qui pourraient pousser les gens vers la droite, en fait. Donc, ces tabous, je vais en citer quatre, hein. Nation, frontières, immigration et sécurité. C'est des sujets qui sont souvent, en fait, en soi, classifiés à droite. Dans les thématiques de la droite, on dit souvent extrême droite, hein, pourtant, ça peut attirer du prolo, en fait. C'est ça le truc. Et c'est souvent attribué au populisme de droite. Souvent, on entend populiste de droite, on dit populiste d'extrême droite par association, populiste de droite, voilà. On y oppose un populiste de gauche qui est assez naïf, hein, au passage. Hein, le populiste de gauche, rappelons, c'est l'alliance du prolétariat des minorités, dont certaines minorités peuvent être bourgeoises. En fait, tu peux, par exemple, être d'une minorité et être un bourgeois, hein. C'est un problème interclassiste, hein, au passage. Il y a de l'interclassisme dans le populisme de droite, puisqu'on n'a pas les interclasses avec en termes avec quelqu'un qui est de notre pays, si on est riche ou pauvre, hein, voilà. Le patriotisme à deux vitesses du nationalisme de droite, de la droite nationaliste, qui consiste à dire, à parler des intérêts de la France, mais sans s'intéresser aux classes populaires, a quand même un peu quelques biais de ce côté-là. Même si le populisme de gauche, voilà. Bon, le populisme de droite, le populisme de gauche, voilà. Je pourrais être d'accord sur le populisme, sur le fait de s'adresser au peuple, ou qu'il ne serait pas d'accord à la défense des classes populaires, puisque c'est être pour le peuple, on dit souvent populisme. Voilà. Euh, donc faire la parenthèse, hein, sur ça. Mais ces thématiques-là, on parlait de peuple, ça peut être lié souvent aux nations dans certains contextes. Ces thématiques-là sont des thématiques qu'utilise la droite, voire l'extrême droite, suivant la définition que l'on en a, hein, qui est assez variée malgré tout.
hein, même si on peut tracer quelques grandes lignes, hein, eh bien, c'est stupide de la part de la gauche, selon moi, de laisser un certain nombre de thématiques à la droite parce qu'il ne faudrait pas parler de certains sujets. Non, ce que je pense, au contraire, c'est qu'il faut parler de ces sujets dont parle la droite avec une optique de gauche. Une optique de gauche qui soit carrée, matérialiste. Excusez-moi. Et ça, malheureusement, la gauche ne le fait pas. La gauche va faire de l'angélisme, disant oh, ben, c'est pas très moral, enfin, elle fait sous-entendre que c'est une immoralité de droite que de parler de ces sujets-là qui poussent un peu un certain nombre de prolos à droite. Et donc, si la gauche voulait faire une politique sociale conséquente, il faudrait peut-être qu'elle commence à s'intéresser à ces questions-là. Évidemment avec des nuances, hein. Voilà. Donc, nation. Alors, qu'est-ce qu'une nation? Euh, on en a plusieurs, j'ai déjà défini, on a plusieurs conceptions de la nation, hein. On a affaire à la question de la souveraineté qui se pose. Et ça, ne pas pouvoir à gauche, excusez-moi, parler de la nation, ça s'avère assez problématique parce que c'est une réalité politique. Euh, on sait très bien qu'il y a dans le nationalisme des éléments abjects, hein, de xénophobie, de rejet de l'autre. Pour autant, l'État-nation, la nation en tant qu'organisation politique, en tant que pays, hein, avec sa souveraineté, c'est extrêmement important d'en parler. En termes d'histoire et de valeurs, hein, puisqu'il y a des valeurs politiques à la clé, hein, du principe de nation. C'est important. Alors, bien sûr, la question de la nation peut se poser de façon différente, hein. Il y a la question de la cohésion nationale qui se pose. Alors, évidemment, je ne suis la question de la cohésion nationale, c'est pas par rapport à. C'est un sujet qui a sa complexité parce que moi, je suis dans une optique de classe, hein. Je ne veux pas faire cohésion avec la bourgeoisie, hein. On n'a pas intérêt, en fait, quand on est de gauche, quand on est communiste ou socialiste relativement de gauche, hein, pas social-libéral, euh, ou éventuellement social-démocrate, voilà. On n'a pas intérêt, quand on est communiste ou socialiste, à vouloir considérer qu'on fait nation avec la bourgeoisie, euh, quand on est de gauche. Euh, on considère qu'il y a des contradictions d'intérêt de classe. En revanche, on considère que il est important de faire nation au sens de faire société dans un pays qui s'appelle la France, où il y a une citoyenneté, et où les divisions sur la base de la sexualité, de la religion, etc., etc., de l'ethnie, n'ont pas lieu d'être, en fait. On est citoyen français. Et en tant que citoyen français, ben, on doit être capable de faire société. Euh, et donc, du coup, parce que c'est une réalité politique, c'est la réalité des institutions politiques, c'est la réalité d'un territoire qui possède sa langue euh, et son système de droit, hein. Donc, d'ailleurs, sans être totalement d'accord sur tout avec Staline, celui-ci avait résumé une nation euh, dans la définition de ce qu'est une nation, dans le marxisme et la question nationale.
La nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans la communauté de culture. Euh, et ça, ce n'est pas un type d'extrême droite qui dit ça. C'est d'une gauche qu'on peut critiquer, hein, euh, mais ça vient de la gauche marxiste-léniniste, hein. La nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique qui se traduit dans la communauté de culture. Euh, il y a quand même tout un bouquin, en fait, qui est dans les classiques du marxisme-léninisme, qui parle de la question nationale. Donc laisser la question de la nation à la droite est quelque peu problématique. Parce qu'en fait, même si le nationalisme culturel est problématique, il y a des références de base dans la nation qui sont par exemple la langue ou les habitudes sociales, dans les mœurs, qui font qu'il est plus facile de communiquer, et donc dans la pratique de militer, qu'avec une personne qui n'aurait pas les mêmes mœurs et la même langue pour qu'on puisse militer en fait. Donc il est important euh, de préserver une certaine capacité à prendre en compte la réalité de ce qu'est une nation pour agir politiquement, concrètement. Euh, voilà. Sans compter la question de ce qu'on appelle souvent du nationalisme économique, qui en fait n'est pas du nationalisme, mais du protectionnisme, sur la nécessité d'empêcher d'empêcher le capitalisme de s'étendre sous de nouveaux marchés et donc du coup de s'accroître, etc. Bon, je ferai un petit second point sur les frontières, hein. Alors, euh, donc cette question-là, bon, j'ai ajouté le droit parce qu'en fait, chaque pays a un système de droit différent. On pourrait faire des, donc du coup, un droit qui est propre. On pourrait être un peu plus prolixe en évoquant le problème des pays qui pratiquent le fédéralisme, en fait, qui donc, du coup n'ont pas tous la même loi selon le territoire, en fait. Sur le territoire un pays fédéral, c'est comme l'Allemagne, par exemple, il y a une loi différente pour chaque. Il y a une loi nationale plus des lois internes à chaque subdivision, en fait. Il y a plusieurs États dans l'État. Et bon, nous, on a la chance en France d'avoir un modèle jacobin dans lequel la République est indivisible et dans lequel il y a une seule loi pour tous qui est la même, ce qui en termes d'égalité est quand même bien mieux au passage, qui évite le découpage régionaliste au passage. Donc du coup, faire nation, c'est important. En fait, faire nation avec une optique de gauche, il faut être capable de faire nation avec une optique de gauche. Parce qu'il faut éviter le découpage régionaliste, par exemple, qui nous mettrait en concurrence au sein d'euro-régions. Excusez-moi. Parce que il faut être capable de reprendre notre souveraineté nationale sur l'Union européenne, l'OTAN, qui sont des institutions impérialistes, euh, je précise. Être capable de développer un modèle culturel à la française, pas par chauvinisme en fait, mais parce qu'on a l'hégémonie culturelle des États-Unis, qui pose problème, hein, en termes de cheval de Troie capitaliste, ça se pose quand même là. Euh, on a pas mal de choses sur lesquelles, en fait, il faut un retour à la nation au sein de la gauche. Et le droitard, là, le patriotard, là, qui dit moi je suis de droite parce que je veux défendre la nation. En fait, si on était capable à gauche de sortir une alternative rouge tricolore, hein, un drapeau rouge, drapeau tricolore, eh bien, en rappelant ce qu'est la nation au sens
originelle, qui est une idée de gauche, hein, je précise, la nation, à la base, eh bien, on pourrait lui dire, je suis désolé, mais les politiques libérales que défendent un certain nombre de gens qui se réclament de la nation, elles ne collent absolument pas, en fait, avec ta défense de la nation, en fait. En fait, il y a des gens qui disent, je vais valoriser la France sur le plan symbolique, sur le plan du folklore, en fait, tout simplement. Euh, mais qui économiquement, ben, c'est de la merde. Qui économiquement vont juste flinguer la nation qu'ils prétendent défendre. Voilà. Et de l'autre côté, on a une gauche qui n'ose pas parler de nation pour ne pas paraître de droite. Alors qu'en fait, il y a une conception de gauche de la nation, hein, au passage. Une conception de gauche, c'est celle de prendre en compte les réalités politiques, en fait. L'État-nation, c'est un moment de l'histoire, hein, il y a eu plusieurs moments de l'histoire, hein, sur la question. Il y a eu des sociétés organisées en tribus, en cités-États, en royaume, en empire. Et l'évolution, c'est l'État-nation, hein. Par ailleurs, je le disais précédemment, qu'on oppose souvent des nations à des empires, et que il faut s'opposer à des empires, en l'occurrence des empires capitalistes, qui sont l'Union européenne et l'OTAN. C'est pour ça que c'est important de valoriser la France en tant que nation, pour la dépêtrer du tissu impérialiste et libéral qu'est l'euro-atlantisme. Donc en fait, voilà, vous n'avez pas le choix au sein de la gauche que de parler de nation, en fait. D'ailleurs, peut-être que vous allez un peu dragouiller des gens de droite, hein, mais c'est justement ça le but, hein, c'est que vous allez convaincre des gens, en fait, au sein de la gauche. Que la gauche puisse convaincre des gens de droite en disant, voilà, regardez-nous, on est plus patriotes que les nationalistes, parce que, en fait, la bourgeoisie ne défendra jamais l'intérêt national aujourd'hui. Avant, elle pouvait prétendre le faire parce que c'était un intérêt national sur lequel elle se gavait grassement, hein, et donc du coup, le prolétaire, on pouvait effectivement dire le prolétaire n'a pas de patrie. Mais aujourd'hui, le capitalisme est mondialisé et financier. Il est plus national et industriel, hein. Donc, dans ce contexte-là, parler de nation, ça s'avère très important. Parler nation, c'est faire de la politique. C'est faire de la vraie politique. C'est faire de la vraie politique. C'est prendre en compte ce qu'est un État, hein. Certes, la nation s'intéresse peut-être à l'aspect folklorique, là où l'État, ça s'intéresse à l'institution, ça s'intéresse aux institutions, aux droits, aux rapports de pouvoir. Un État, c'est ça, c'est les rapports de pouvoir, c'est les institutions, c'est l'aspect politique. La nation, c'est vrai que c'est un aspect un peu plus culturel, mais c'est aussi ce qui rend l'aspect vivant et émotionnel de ce qu'est un État. Et l'aspect particulier, en fait, parce que une nation est définie par un territoire et des frontières, hein, au passage. Donc, une nation est définie par un territoire, une population et des frontières, hein, en plus d'être définie par l'État comme institution politique, pour que ça fonctionne. La France, tu enlèves l'État, les frontières, sa population et son territoire, bah, matériellement, qu'est-ce que tu as, hein? Est-ce que tu peux parler de France si on enlève un de ces éléments? Donc, prochain point, parce que là j'ai parlé de la question nationale, hein, voilà, qu'on oppose en fait, si vous voulez, une conception civique à la conception ethnique de la nation, hein, quand on est de gauche. Donc, deuxième point, c'est les frontières. Alors, il faut remettre en avant la question des frontières. Évidemment,
hein, certains trotskistes, certains eurocommunistes vont nous dire des choses assez bizarres, hein, de type le protectionnisme, c'est la défense de la bourgeoisie nationale. Ouais, bon, je suis désolé, mais actuellement, la bourgeoisie nationale, c'est peut-être pas elle qui tient vraiment le haut du pavé, hein. C'est plutôt la bourgeoisie mondialiste. Et, il y a une bourgeoisie nationale qui reste, oui. Ça reste une bourgeoisie. Mais actuellement, le capitalisme, il est dans une phase mondialiste. Donc, en fait, c'est assez, euh, c'est assez absurde de ne pas se rendre compte de ces rapports de force. Excusez-moi. Et donc, il va falloir prendre en compte la question des frontières, la question du protectionnisme. Évidemment, en fait, le problème, c'est que la droite, quand elle parle de frontières, elle parle pas forcément de frontières économiques, hein, puisque souvent elle est libérale, hein. Très souvent, on a affaire à une droite libérale, donc elle ne va pas parler de frontières économiques, hein, de remise en cause du libre-échange, hein, parce que c'est ça, hein, moi, dont je veux parler, hein. Quand tu peux pas tenir une position de gauche en étant pour des politiques de libre-échange. Et ben la droite, elle va parler de frontières, mais pour parler d'immigration. Il faudra qu'on en parle dans le troisième partie, hein. Euh, donc du coup, la question des frontières se pose en termes purement économiques, hein, de base. Et ce qui est assez dommage, ce qui est assez dommageable, c'est qu'on a une gauche qui n'ose pas parler de la question, la question des frontières, qui est une question économique, en fait, de base. C'est la question de la lutte contre l'hégémonie libérale, qui est la lutte contre le libéralisme, qui est censé être un sujet de gauche. Euh, que- eh ben, on n'en parle pas. C'est assez dommage parce que c'est quand même la question de la fuite des capitaux, la question des délocalisations, la question de la concurrence, du chômage de masse. Elle se pose par la question des frontières, en fait. Je sais que la droite utilise la question de la défense des frontières pour parler de l'immigration et pour dire tout un tas de choses qui sont assez peu recommandées, assez recommandables pour quelqu'un de gauche, en fait. Mais économiquement, vous allez devoir défendre les frontières, en fait. Pour les, pour- Si économiquement vous êtes de gauche, vous devez défendre les frontières. Vous n'avez pas le choix. Euh, Parce que c'est à cause de ça qu'on a la case de la service public, parce qu'on a vraiment une opération de sape à partir de là, à partir du biais de la concurrence. Vous savez, le libéralisme, c'est l'idée de circulation absolument libre des biens et des personnes. Un marxiste, bon, n'est pas contre, en fait, en soi, le principe de circulation, du fait de, à terme, un jour, s'émanciper de l'État-nation, de pouvoir voyager librement au-delà des États-nations, hein. Par contre, l'aspect économie libérale, disons, en tant qu'anticapitaliste sérieux, hein, contrairement aux anards, au passage, et un certain pan de la social-démocratie qui a un libéralisme assez bon, un libéralisme bon teint, et ben pour un marxiste ou pour quelqu'un qui est socialiste ou communiste sérieux, bah, en fait, ça tient pas du tout de défendre le libéralisme, en fait. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout de nier la question nationale, hein, j'en reviens. Ça, c'est vraiment typiquement trotskiste, hein. Les Lambertistes le font moins, hein, parce que bon, ils sont pas spéciaux comme trotskistes. Mais voilà, la question est fondamentalement économiquement. La question des frontières est fondamentalement une question économiquement de gauche. Si elle est souvent s'il y a des questions culturellement de droite, l'immigration, la question de la frontière, elle est économiquement de gauche, hein. Lutter contre l'économie libérale. Le libéralisme se caractérise par une volonté de
libre circulation des biens et des personnes. Notez, formule assez abjecte, hein, les biens et les personnes sont quand même mis au même niveau, hein. On met, moi j'appelle ça un peu une mentalité de négrier en fait. J'appelle ça une mentalité d'esclavagiste, que de mettre sur le même niveau, dans une idéologie qui met au même niveau l'homme et les marchandises, hein, le libéralisme. Notez à quel point le libéralisme est abject. C'est un esclavagisme qui dit pas son nom, libre circulation des biens et des personnes. Ça veut vraiment dire que les travailleurs vont devoir se déplacer en fonction de la marchandise, hein, vont être soumis complètement aux lois du marché, hein, et selon leurs moyens, selon ce qu'ils ont dans leur poche. C'est-à-dire, ils sont libres de voyager, mais encore faut-il en avoir les moyens. On dit aux gens, vous êtes libre, vous pouvez circuler, vous êtes libre, vous pouvez circuler, pour pour un pauvre, voyager, voyager, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie ce genre de choses en fait. Ça signifie ce genre de choses en fait. Ça signifie un coût en fait. Ça signifie un coût économique en nourriture, en logement, ce que vous voulez. Pour un prolo, la question des frontières n'est pas. Enfin, la frontière, c'est plutôt. Ça peut être protecteur en fait. Il y a des prolos qui estiment que les nations et les frontières sont protectrices et ils ont raison. En fait, ce qui les pousse vers le nationalisme, certains prolos, c'est que nier la question des frontières, c'est nier la menace économique de la mondialisation, hein. Pour suivre le cours de la libre concurrence, pour le problème, par exemple, on parle là d'immigration, d'immigration économique, si on a affaire à un chômage de masse trop fort, et ben ça va être d'aller à un endroit où il y a du travail. Euh, où, mais il va se faire exploiter, en fait. La question de voilà. Donc du coup, pour lui, enfin pour voyager librement, euh, à- pour simplement voyager librement, il faut en avoir les moyens. Les richards, ils peuvent le faire facilement de voyager. Ils voyagent dans un pays, ils ont largement de quoi avoir la suite 4 étoiles. Voilà. Euh, ils sont pas dépaysés d'avoir leur maison qui leur manque, enfin ou leur appart, puisque voilà. Euh, Richard, il a tout à disposition. Il a des résidences secondaires. Il peut en avoir dans un pays, dans un autre. En fait, la logistique concrète pour voyager n'est pas la même chose, la même pour un riche et pour un pauvre, hein. Donc, à partir de là, nier la question nationale au nom de l'internationalisme à gauche, c'est débile, hein, clairement, parce que les pauvres n'ont pas la même logistique que les riches. Euh, c'est logique. C'est de la simple logique. Donc la frontière, c'est la question pose la question du protectionnisme, pose la question de la concurrence. Et si on ne l'aborde pas, comment on veut faire la moindre politique sociale, hein, j'allais sortir aussi la question. Je parlais de la nation, la question de reprendre le contrôle sur sa monnaie. J'en avais évoqué précédemment la question de la souveraineté dans d'autres vidéos. Donc voilà. Donc, il va falloir qu'on parle de nation, qu'on parle de frontières à gauche, et même, ça va me faire mal au cœur, mais il va falloir qu'on parle d'immigration. Troisième partie. Alors, l'immigration, c'est un sujet qui est très souvent de droite, en fait, avec tout son versant xénophobe. Et disons que ne voir que cet aspect est problématique. Pourquoi c'est problématique? Eh bien, parce que vous avez véritablement un certain nombre de problèmes qui se posent. La question, par exemple, de personnes qui ne pourront pas se défendre juridiquement, enfin, juridiquement, linguistiquement, contre l'exploitation du patronat. En fait, vous avez
en fait, le problème de la main-d'œuvre exploitée. Vous avez le problème de la main-d'œuvre exploitée, de la main-d'œuvre immigrée qui est exploitée, et donc, du coup, le problème du fait que parfois le patron peut utiliser l'immigration contre le prolétariat, en fait, comme moyen de division du prolétariat pour créer ce que Marx appelle l'armée de réserve du capital. Donc, en fait, de ce côté-là, c'est. Voilà. Ensuite, il y a la question de savoir qui est-ce qui va rentrer sur le territoire. En fait, on ne peut pas, quand on est d'une gauche laïque, par exemple, dire on va laisser entrer tous les islamistes. On va pas, on doit quand même vérifier qui rentre sur le territoire. On ne peut pas laisser des intégristes religieux rentrer sur le territoire. Je parle d'islamisme, mais ça pourrait être, si on est dans une autre situation, si on était dans une autre situation, ça aurait pu être des terroristes d'une autre confession religieuse. Là n'est pas le souci. Le souci, ce n'est pas de religion en particulier, mais le fait que l'intégrisme religieux doit être combattu à gauche. Et en l'occurrence, on doit vérifier qu'une personne qui entre sur le territoire national ne soit pas un intégriste islamiste. Un intégriste, donc en fait, c'est ce qui nous préoccupe, un intégriste religieux. On ne peut pas faire laisser, on doit contrôler on doit contrôler, donc du coup, on doit avoir un contrôle de qui rentre, de quelle personne, genre d'individu rentre sur notre territoire. En l'occurrence, les islamistes, les intégristes religieux, voilà, enfin, il faudrait éviter qu'on en importe sur notre territoire, en façon de parler. On a quand même pas mal à traiter en France de ce genre de problème-là. Il faudrait éviter qu'on se retrouve avec des trafiquants de drogue hein, aussi, hein, parce que on peut toujours avoir ce problème-là, le problème d'un marché noir qui se développe. Donc du coup, voilà, la question de l'économie parallèle. Hein, évidemment, c'est pas des choses qu'il faut généraliser. Hein. Le problème de savoir si une personne qui rentre sur le territoire national est porteuse de maladie, en fait. Donc, du coup, voilà, la question au niveau social, euh, eh bien, se pose. Euh, c'est de préserver la santé de la population qui se pose comme question. S'assurer que, savoir aussi si la personne qui rentre maîtrise un minimum la langue et les lois du pays, en fait. Donc, du coup, pour s'intégrer dans un pays, il faut être capable de connaître la langue pour communiquer avec la population et, euh, et connaître un minimum les lois pour les respecter en tant que citoyen et donc en tant que résident, en tant qu'occupant de ce pays, en tant que résident du pays, il faut être capable de respecter les lois. Hein, c'est la base hein, pour vivre en société et les règles sociales du dit pays. Donc du coup, c'est assez complexe si on ne met pas en œuvre une politique pour ça, en fait. Donc, comment on fait? Ben, comment on interroge une politique d'accueil? Enfin, parce qu'il va falloir être capable d'expliquer au sein de la gauche et expliquer à la droite au sein de la gauche et que la gauche explique aussi à la droite, euh, enfin, qu'on explique clairement comment on veut gérer cette question-là, en fait. Donc, du coup, il va falloir s'assurer que tout nouvel immigrant apprenne la langue et un minimum les lois du pays. Hein, ça, c'est évident. Qu'il y ait un check-up médical, qu'on vérifie sur les dossiers d'Interpol si une personne n'est pas un terroriste islamiste, qu'on vérifie qu'il n'y a pas de marchandises illégales type drogue ou qu'il n'y ait pas de bulles en fait. Les bulles, c'est des personnes qui cachent de la drogue sur eux par des moyens, disons, divers et variés. Hein. Parfois, bon, en ingérant les dites problèmes et disons, on les,
en les faisant passer par la voie naturelle pour que ça passe inaperçu. Et donc, du coup, il va falloir qu'on puisse mettre en place les moyens de cette politique d'accueil, hein. Et il y a toute une logistique pour ça à mettre en place. Et donc, du coup, on va pas pouvoir accueillir tout le monde, ça c'est évident. On va pas pouvoir accueillir des islamistes ou des trafiquants de drogue. Ou, et il va falloir mettre aussi une quarantaine éventuellement pour les malades, en fait, le temps qu'ils soient soignés. Euh, Parce qu'on ne peut pas accueillir une personne qui a une maladie contagieuse, hein, c'est une maladie contagieuse relativement grave. Eh bien, il va falloir la mettre en isolement pour éviter que la maladie se propage, hein. Donc du coup, c'est vraiment une question assez large, assez générale. Il va falloir que, évidemment, que les personnes apprennent euh, la langue, ça c'est évident. Rien que pour acheter du pain, enfin, rien que pour des choses assez basiques de la vie sociale, connaître la langue, c'est quand même la base. J'allais dire le droit, en fait, il faut connaître ce que d'abord, enfin, tout le monde n'est pas un juriste en tant que citoyen de base, mais commettre un minimum des éléments d'instruction civique sur ce qu'est la République, ce qu'est la laïcité, ce qu'est la démocratie en France, pour les nouveaux arrivants, enfin, qu'ils puissent un jour devenir des citoyens français de plein droit. Il faut qu'ils sachent quels sont les devoirs et droits et devoirs fondamentaux du citoyen, le respect des lois, etc. Puisque République implique une loi commune. Et donc, du coup, il va falloir être capable de mettre ça en place. Et donc, du coup, ça va être complexe. Et peut-être qu'on ne pourra pas le mettre vraiment en place, ce genre de truc. Alors, voilà, il y a un coût économique pour mettre ce genre de logistique en place. Cela dit, aux droits tardés là, qui regardent, s'il y en a qui regardent, je dis que en fait vous mettez, il y a le problème, c'est quand vous dites oui, il y a le dumping social en vous moquant des gauchistes, et que les gauchistes répondent de façon pas forcément très fine à ah c'est fasciste les frontières, euh, ou c'est fasciste la nation, et ben ou c'est fasciste de s'interroger sur l'immigration. Eh bien, il y a le problème du marchétoire qui se pose. C'est-à-dire que s'ils ne rentrent pas légalement, donc vos migrants que vous accusez de vous prendre vos emplois, hein, eh ben, ils vont rentrer illégalement. Et ça va être du travail au noir. Donc il faut mieux une migration légale, hein. Il faut mieux une procédure de régularisation. Si on peut peut-être pas accueillir tout le monde du point de vue de nos capacités, et du point de vue du fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'intégrer, soit parce qu'ils sont islamistes, soit parce que trafiquants de drogue ou ce genre de choses, ou parce qu'il faut le temps d'adaptation pour apprendre la langue et un peu et les valeurs du pays, les valeurs politiques progressistes de la France, progressistes au sens réel du terme de la France. Eh bien, ça peut être compliqué, hein. Eh bien, faut s'interroger non seulement sur la question du marché noir, de du fait que si vous avez une immigration illégale, si vous mettez si vous dites on va l'empêcher bêtement et simplement, enfin, vous aurez sûrement une immigration clandestine si vous n'avez pas d'immigration légale. Et ensuite, il y a des causes à cette immigration. Ça m'étonnerait que, bon, je disais peut-être que ça va être des plus riches parce que certains disent que ce serait peut-être des plus riches parce qu'il faut avoir les moyens pour voyager. Il y a des gens qui sont prêts à tout quand ils n'ont plus rien, hein, qui seraient prêts à vendre leur maison si leur pays est en guerre, en fait. Et donc, du coup, qui, factuellement, quand ils arrivent, n'ont rien parce qu'ils ne peuvent pas tout emporter dans leur baluchon. Mais il y a des gens qui arrivent en France parce qu'ils y sont contraints, parce qu'il y a des causes à cette immigration.
Il n'y a pas de... Faut pas... si en fait, vous vous bordez à dénoncer des conséquences, les droitards, en fait. Les droitards ou les anti-immigrationnistes primaires, en fait. Vous bordez à des conséquences, en fait. Les immigrants ne sont pas responsables de leur situation, et vous vous accusez à des gens qui, en fait, subissent une situation. Ils ne rentrent pas, ils sortent pas de chez eux, de leur pays avec leur petit baluchon pour dire j'ai envie d'immigrer du jour au lendemain, j'aurais envie d'immigrer pour faire chez les Français ou ce genre de choses. Non. Leur pays est détruit, ils vont chercher une terre d'accueil. À leur place, vous auriez fait peut-être pareil. Euh, il y a des anti-immigrationnistes qui sont sur ridicule. Les questions parfois sur la menace pour la culture nationale. Bon, étant donné le patchwork culturel, comme dans une mondialisation économique et culturelle, la culture française pure, enfin, déjà, ça n'a jamais existé en soi. Il y a toujours eu des brassages culturels, et toujours du brassage ethnique. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé. Euh, il y a toujours eu des brassages ethniques et culturels dans l'histoire de France. Donc, en fait, vouloir avoir une vision de droitardée qui soit hostile en soi à l'immigration, c'est débile, hein, carrément. Ça n'existe pas, hein. La France est construite sur des brassages ethniques, sur des brassages culturels. Ça a toujours été le cas. Et culpabiliser les migrants alors qu'ils subissent en fait ce qui est un système, un système enfin, deux systèmes fondamentalement. L'un c'est le capitalisme, l'autre c'est l'impérialisme, puisque l'impérialisme c'est le stade ultime du capitalisme. Mais en l'occurrence, des, l'impérialisme américain a quand même flingué un certain nombre de pays. Je parle de l'impérialisme. Il y en a qui vont me dire oui, c'est pas l'impérialisme. Vous parlez de l'impérialisme américain, mais pas de l'impérialisme français. Le problème, c'est que en fait, la France n'est pas une nation souveraine. Donc en fait, on est entraîné dans les guerres américaines, dans les guerres de l'OTAN. Et tant qu'on se dépêtre pas de ça, ben ça risque d'empirer en fait. Et ce sont ces guerres-là que nos pays mènent. Hein, bon, pas le paysan de base qui lui a rien demandé, hein, pas l'ouvrier de base qui lui a rien demandé, pas le français de base, hein, pas le prolo français de base, qui sont menées par nos chers gouvernements. Hein. C'est ces guerres-là qui sont menées, qui déstabilisent des pays. Je parle par exemple de la Libye, hein, où on a voulu abattre le dictateur Kadhafi. Au passage, c'était pour les. Il y avait les questions des financements des campagnes de Sarkozy, c'est l'affaire a été, il me semble, révélée par Mediapart, si je me souviens bien, par un autre média. Euh, oui, il me semble que c'est Mediapart, ouais. La question des financements illégaux de Kadhafi. Enfin, Sarkozy a détruit la Libye. Enfin, il a fait un coup d'État contre Kadhafi. Résultat, il y a eu les islamistes qui sont emparés du pouvoir et il y a plein de gens qui sont barrés en direction de la France. Et plein de gens, enfin, parce que la Libye était un peu un frein à cette immigration. En fait, en déstabilisant des régions du monde euh, par l'impérialisme, qui est le stade ultime du capitalisme, vous, vous la provoquez en fait. Vous, en fait, les anti-immigrations qui ne se posent pas la question des causes de l'immigration me font doucement rire, hein. Alors, je trouve, à mon humble niveau, je considère que la question est complexe.
la question de l'immigration. Mais elle clive énormément, en fait. Elle clive énormément. Elle clive énormément, elle soulève de nombreuses problématiques que je n'ai pas, peut-être pas tout évoquées au passage. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse en priorité, c'est la question de la démocratie, c'est la question du socialisme, de la laïcité, ces genres de questions-là. Et j'estime en fait que d'un point de vue démocratique, la gauche devant défendre en fait, selon moi, la souveraineté nationale contre les impérialismes, comme l'OUE, l'OTAN, la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie, liée à la souveraineté nationale, parce que quand on est sous la coupe de l'UE ou de l'OTAN, en fait, on ne peut pas exercer la souveraineté populaire, la souveraineté démocratique. Et ben moi, en tant que démocrate, en tant que souverainiste, je serais favorable à, et aussi en tant que, en tant que stratège, bon, entre guillemets, enfin, le mot un peu prétentieux pour, pour moi actuellement, hein, en tant que stratège politique, je trouve que c'est beaucoup plus fin pour la gauche de dire, au lieu de dire on va être pour l'immigration parce que la droite, elle est méchante, elle est xénophobe, pour enlever, enfin, je serais pour en fait dire, en fait cette question-là, on va la régler par référendum. Ça évite de cliver le prolétariat entre positions pro et anti-immigration. C'est-à-dire, on va prendre en compte l'avis des Français sur la question. Alors, soit vous estimez que le prolétariat est xénophobe en soi et vous le méprisez en le traitant de xénophobe. Donc, du coup, pas terrible pour des gens de gauche. Soit vous estimez que la gauche, c'est la souveraineté populaire. Et donc, en fait, si la majorité au sein du prolétariat a raison. La majorité de la population a raison, puisque bon, les prolétariats, ça constitue quand même l'essentiel de la population française. Ça constitue l'ensemble des classes exploitées. Ça constitue la classe exploitée, qui est quand même plus nombreuse que la bourgeoisie. Hein. Eh bien, traiter cette question par référendum, vous, vous aurez les bases de votre côté, hein, clairement. Vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir les bases de votre côté en disant on va être démocrate, on va traiter cette question par référendum. On va faire un référendum sur la question. Parce que c'est un thème qu'utilise beaucoup l'extrême droite, en fait, ou la droite et l'extrême droite, c'est dire regardez, les gauchistes, ils sont pro-immigration. Alors, non, la gauche n'est pas pro-immigration. La gauche considère qu'on ne va pas foutre des gens à la mer parce qu'ils n'ont plus de maison, en fait. Euh, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'humainement, ça déchire le cœur, en fait. C'est-à-dire que je peux comprendre, en fait, les positions anti-immigration. Je peux comprendre pour un certain nombre de raisons. Pour les raisons que j'ai évoquées. Hein. C'est qu'il va falloir être capable de mettre un contrôle. Mais humainement, ça me déchire le cœur qu'on puisse, en termes sur cette question-là, cette question, par exemple, de la libre concurrence, euh, ou toutes les autres problématiques évoquées, ça me déchire le cœur qu'on puisse pas tendre la main à quelqu'un qui est son frère en humanité. Et qu'on ait une droite qui nous dise ah, la gauche elle est morale, c'est la morale contrairement au réel, ou c'est le pathos. Non, c'est juste que humainement tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te contenter de faire ça. C'est aussi une politique de l'autruche de la part de la droite. C'est de dire de toute façon on va construire un mur, on va flinguer du migrant. Ou il y a un bateau de migrants, on va le couler, ou on va les renvoyer dans leur pays comme ils disent. Enfin, même s'ils n'ont pas de terre d'accueil. Hein. Même s'ils ont été exilés de force ou non, il y a des questions
qui sont humainement problématiques. Et on ne peut pas non plus être naïf sur cette question, hein, avec l'idée les frontières c'est méchant. Non, non. On doit être capable de gérer ces choses, cette chose, ce sujet-là de façon intelligente. On ne peut pas traiter à gauche, effectivement, contrairement à la droite, on ne peut pas traiter les gens comme du bétail. Enfin, pour moi, ma conception de gauche consiste à se dire on ne peut pas traiter les gens comme du bétail. Seulement, je conçois un certain nombre de choses, de réalités politiques, qui me dit qu'il va falloir être capable de les discuter avec ces gens de droite, en fait. La question du dumping social, la question de l'islamisme, la question du trafic de drogue. Il va être capable, évidemment, il y a des problèmes internes au pays qui ne dépendent pas de l'immigration. Mais disons que si on ne prend pas garde à la façon dont on traite le sujet, si on dit un sujet, si on dit qu'un sujet possède aussi des problématiques qui lui sont propres, même si la droite s'en saisit de façon absolument abjecte, eh bien, il va falloir que la gauche puisse se saisir intelligemment de ces situations très complexes. Euh, L'exploitation par le capitaliste à vil prix du travailleur immigré, c'est une réalité. Hein, où il y a même pire, hein. Je connaissais quelqu'un, hein, euh, qui je m'entendais bien à l'époque. Hein, je l'ai plus vu depuis un moment. Euh, Maintenant, il doit avoir la soixantaine. Avant d'être fonctionnaire, il était ouvrier d'usine et dans son usine, ils avaient mis un contremaître. Euh, et ce contremaître, le patron l'avait nommé. En fait, ce contremaître n'avait absolument aucune expérience dans son travail. Et ce contremaître était étranger. Et dans ce cas-là précis, c'était un Vietnamien. Alors, en fait, c'est très intelligent de la part en fait du patron, c'est-à-dire que c'était un Sud-Vietnamien. Parce que le Sud-Vietnamien, c'est quelqu'un qui, à la suite de la guerre du Vietnam, hein, était du côté anticommuniste. Voilà, donc en fait, avoir un jaune, oh merde, le mauvais jeu de mots qui peut se passer avec ça, avoir un jaune, le jaune, c'est pour syndicalisme jaune, hein. Bon, c'est vrai que jeux de mots que peut faire l'extrême droite sur jaune, asiatique, tout ça, c'est assez problématique. C'est cocasse, mais la droite va pouvoir faire des jeux de mots à la con, à cause de moi. Euh, eh bien, avoir un, un individu qui va avoir des affects, même pas des affects, des opinions anticommunistes et par association anti-syndicale du fait de son histoire personnelle dans les contremaîtres, c'est quand même une stratégie de division des travailleurs qui est forte, hein. Voilà, enfin, c'est quand même pas pour rien, hein. C'est qu'on met un individu qui sera forcément affidé au patronat. Et dans ce cas précis, c'est parce qu'on veut créer de la défiance. Voilà. Évidemment, la question des travailleurs migrés est très, très complexe en fait. Je l'évoque. Mais en l'occurrence, ils ont mis un Vietnamien dans le cas de cette anecdote, cet homme-là, c'est qu'ils ont mis un Vietnamien qui manifestement était anticommuniste, contremaître dans une usine, pour taper sur du syndicaliste, pour taper sur du rouge. Donc voilà, c'est problématique de ce côté-là. On peut voir des stratégies très vicieuses de la part du patronat pour opposer les travailleurs entre eux. Et voilà, c'est ce qui craint aussi avec le discours pro-immigration,
bébête, et avec le discours anti-immigration. C'est qu'il y a des travailleurs exploités parmi les immigrés, c'est une réalité. Mais ce qui est une réalité, c'est que le patronat, il essaie de se faire du blé à partir de l'exploitation de travailleurs immigrés. S'il peut, voilà. Et que ni la méthode de dire on va pas accompagner cette migration, on va dire que elle va être libre, frontière ouverte, donc libérale en fait, solution libérale, ni ou alors qu'on va créer des frontières quasiment imperméables pour les migrants. Ouais, c'est toujours dans une logique dans laquelle on est dans ces deux logiques-là, hein, fermeture totale des frontières, ouverture totale des frontières. On fait le jeu du patronat. Je dis qu'il peut y avoir l'exploitation clandestine, il peut y avoir une officielle, et avec toutes les instrumentalisations politiques qu'il peut y avoir autour. Donc il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention à avoir une vision suffisamment nuancée sur la question. Et les discours anti-immigration au sein de la droite, ça contribue à la faire monter, hein. Donc il va falloir pouvoir questionner ce genre d'approche. Libre circulation des biens et des personnes, puisqu'avec la mondialisation économique d'aujourd'hui qui est absolument terrible, avec la perte de souveraineté des États-nations, eh bien, les travailleurs sont mis en concurrence à un niveau absolument énorme. Et on ne peut pas nier la problématique de la libre circulation des biens et des personnes, hein. Il va falloir être capable à gauche de réfléchir à cette question de l'immigration. Sinon, on est complètement foutu, hein, au sein de la gauche. Si on n'est pas foutu capable de questionner ça, on va laisser ce genre de problématique à la droite. Bon, à partir d'un moment, faut arrêter d'être con, hein, en termes de stratégie. Alors, ensuite, ben, on va devoir traiter d'un autre sujet qui est différent là. Enfin, on va le lier peut-être à la question de la nation, hein, puisque c'est une question qui est liée à l'État. euh, Plus liée à l'État, bon, c'est pas tellement lié à la nation au sens tout le folklore habituel. Certains l'attribuent à droite à l'immigration. Bon. Mais bon, c'est un peu con parce que l'immigration ou pas, cette question-là, c'est une question euh, qui est une question sérieuse dans tous les cas de situation, que ce soit avec du français de base, français de souche, comme disent les droitards, les chauvins, ou que ce soit avec une personne issue de l'immigration. En fait, eh bien, la problématique est la même, en fait, hein. Voilà, une personne en fait, que ce soit un étranger ou un Français, la question est la même, c'est la question de la sécurité. Parce que, en fait, la position anti-étatiste, parce que un des problèmes de la gauche, c'est à la fois l'antinationalisme et l'anti-étatisme aujourd'hui, hein, l'antinationalisme avec tous les qui va jusqu'au roman antinational à opposer au roman national, hein, bon. Mais l'anti-étatisme est problématique. Si vous êtes vraiment de gauche, vous allez savoir que bon, si vous êtes d'une gauche anticapitaliste en tout cas, ou si vous êtes vraiment de gauche, même social-démocrate, vous devez savoir qu'un État c'est nécessaire. Enfin, si vous êtes communiste, vous devez savoir qu'un État c'est nécessaire pour renverser le capitalisme, hein, qu'il faut une prise de pouvoir d'État. Si vous êtes social-démocrate, vous devez savoir que pour faire politique sociale assez conséquente, il vous faut un État. Enfin, bon, si vous voulez, voilà. Voilà, enfin, c'est
Et l'État, il repose aussi sur des fonctions régaliennes, en fait. Et l'État, c'est à la fois les services publics hein, enfin, qui lui sont attribués, l'hôpital, l'école, etc., etc., et les fonctions régaliennes, donc police, justice, armée. Et donc la question de la sécurité, une question qui pose problème, parce qu'un certain nombre de gauchistes vont dire ah la bourgeoisie avec sa police, l'armée, c'est si on se débarrassait de la police et de l'armée, on aurait le socialisme en fait. Enfin, si on se débarrassait de police, justice et armée, ou on aurait le communisme, le socialisme. Certains gauchistes disent ça. Bah non, bah non, pour plusieurs raisons. Les positions anti-police sont stupides pour plusieurs raisons. Hein, bah, déjà, les prolos ne s'entendent pas toujours entre eux et il peut y avoir de la criminalité au sein du prolétariat. Il peut y avoir le problème du lumpenprolétariat. Euh, donc, en fait, lumpenprolétariat, c'est cette part, si vous voulez, du prolétariat qui est tellement marginalisée. C'est le sous-prolétariat, c'est cette part du prolétariat qui est composée d'individus marginalisés, donc monde de trafic de drogue, du protectionnisme, de la pègre, hein, qui est tellement marginalisée et violente qu'elle en vient à trahir les intérêts de sa propre classe. Ou à être enclin à faire cela. Hein. C'est un peu plus nuancé. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas ramener un type qui, sur le chemin de la lutte de classe, quelqu'un, vous pouvez considérer, c'est mon frère de classe, quelqu'un qui vend de la drogue et qui se fait beaucoup plus d'argent de cette façon qu'en travaillant pour un salaire, vous ne pouvez pas le ramener sur le terrain de la lutte des classes. Il en a rien à foutre du type qui s'offre une bagnole qu'un ouvrier mettrait 10 ans à se payer en vendant de la drogue. En quoi vous pouvez la ramener sur le mouvement, sur le terrain de la lutte des classes? Et donc, du coup, vous devez considérer qu'un certain nombre d'ouvriers, de gens de la classe ouvrière et de la classe paysanne puissent ne pas apprécier ce prolétariat et le trouver violent, le trouver agressif. Et donc, du coup, vous pouvez comprendre que être pro-police, ça peut être une position communiste valable. Parce qu'il y a des violences de la part de prolétariat contre le prolétariat. Puisque prolétariat se caractérise par une potentielle violence qui est plus profitable, en fait, du point de vue des intérêts, de ses petits intérêts. Euh, je vais pas sortir parler d'intérêt de classe, parce que le problème du prolétariat, c'est qu'il n'y a pas de conscience de classe en tant que classe. Donc, du coup, serait capable, en tant que classe exploitée. Puisque justement, en fait, il n'est pas inséré dans le monde du travail ou est relativement peu éduqué, le lumpen va poser ce problème-là, en fait. Va poser ce problème-là. Mais alors, évidemment, il ne faut pas exagérer la question du lumpen prolétariat, parce qu'il y a énormément de nuances de cette question. Mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Et puis, la question de la sécurité, en fait, euh, on a souvent parlé de l'origine, on s'est souvent questionné sur l'origine sociale du crime. Donc, on peut dire, oui, le capitalisme est criminogène. Et de ce cas-là, on doit dire qu'une police est nécessaire pour que les conséquences humaines soient un peu atténuées. Et le problème, c'est que même si on atténue les différences économiques, les inégalités économiques fortes générées par le capitalisme, même si on arrive à trouver un boulot à tout le monde, un maison, un logement quelconque
de la nourriture, soins de santé, éducation suffisante à tout le monde, est-ce qu'on devra éliminer toutes les sources, la source du crime, la source de tous les crimes? Bah, en fait, je pense que c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, hein. Il y a des personnes qui ont des troubles psychiatriques, il y a des personnes qui commettent des crimes passionnels, il y a des voisins qui se disputent entre eux, et donc du coup vouloir supprimer la police ou la justice, c'est c'est débile, hein. Bon, supprimer l'armée, en fait, tu laisses juste une nation impérialiste envahir ton cher pays socialiste. Quand tu considères que la solution c'est le socialisme libertaire, entre guillemets, qui en fait veut absolument rien dire. Puisque c'est plus du socialisme du tout, en fait. En fait, puisqu'il faut passer par l'état ouvrier pour arriver au socialisme. D'ailleurs, il faut une armée pour être capable de lutter contre la bourgeoisie et ses valets. Euh, voilà. Donc, la question de la police se pose véritablement, hein. Et la question de la police se pose parce qu'il y a aussi des prolos qui peuvent entrer dans la police, hein, à certaines responsabilités. On peut toujours avoir besoin on aura besoin, sous le socialisme, de lutter contre le marché noir, donc on aura besoin d'une police. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, euh, voilà, la question de la violence criminelle, la violence de la délinquance, eh bien, ça inquiète énormément le prolo moyen, hein, qui lui, en fait, n'a pas, en fait, les moyens financiers de se payer des gardes du corps, contrairement aux bourgeois, en fait. Un bourgeois, il pourrait très bien survivre parce qu'il lui pourrait se payer une milice, il pourrait se payer des mercenaires. Un système ANCAP ou libertarien, ça lui va très bien, un capitaliste, un anarchiste. Il n'y aurait peut-être pas de loi écrite qui pourrait stabiliser peut-être un peu sa situation, hein. Mais avec un bon petit réseau, hein, et du pognon, c'est du néo-féodalisme, hein. Typiquement, c'est la domination d'un personnel par des groupes privés, par des groupes de sécurité privés. Si vous utilisez pas, en fait, si on n'envisage pas la solution publique, vous allez avoir la solution privée, hein. Je préfère vivre dans une société quand même où il y a quand même une police, une justice, une armée, auquel on est en sécurité, dans lequel plutôt qu'avoir un pays dans lequel toutes les vendettas sont permises, hein. On n'est pas censé se retrouver avec la Fed germanique. Le droit romain, en fait, si vous voulez, c'est une évolution par rapport au droit germanique, hein, par rapport à ce genre de choses, hein. Le, voilà, éviter les vendettas entre familles qui vengent leurs membres, éviter les mentalités de clan, c'est ce que permet une police, une justice. Euh, voilà. Euh, En fait, les bourgeois, eux, il n'y a plus de police, ils sont protégés, ils ont des gardes du corps. Les prolos, eux, ils en ont besoin d'une police, en fait, pour les protéger. Pour les protéger d'autres prolos, pour les protéger d'un bourgeois qui les agresserait, hein, au passage, si celui-ci peut avoir une milice privée. Pour les protéger du lumpen prolétariat, qui peut être un valet de la bourgeoisie. La petite bourgeoisie, peut-être un peu plus souvent, il est en contact, mais la bourgeoisie, qui, quand même, faut rappeler, la bourgeoisie n'avait pas hésité à faire sortir des délinquants de prison, des prolos un peu, des gens du lumpen prolétariat un peu alcoolisés, un peu marginaux, un peu criminels, pour taper sur du communiste. Donc voilà. Eh bien, avoir besoin d'une police en fait. On peut pas longtemps, on peut pas à ce point vouloir être anti-police. C'est débile.
une position qui serait de gauche qui dirait qu'on est contre la police, mais une société a besoin d'une police, en tout cas sous le socialisme, le communisme envisagé avec son théorie de dépérissement de l'État. Bon, non seulement soit vous n'y êtes pas encore, soit ça ne se réalisera pas, mais en tout cas, c'est un projet qui n'est pas encore vraiment à la portée de la population. Euh, L'idée de l'homme total, bon voilà, c'est euh, évoqué chez Marx, c'est autre chose. Donc, il va falloir qu'on ait une force publique pour éviter qu'on ait une force privée. Parce que oui, si vous n'avez pas de force publique ni de force privée, évidemment, s'il y a une bagarre entre un bourgeois et un prolo, enfin une botte de prolo en colère, entre des bourgeois et une botte de prolo en colère, et ben c'est les prolos qui vont gagner, à la fois parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont peut-être un peu plus soumis à la contrainte et à l'exercice physique qu'un bourgeois, que certains bourgeois, enfin un ouvrier d'usine en tout cas je parle, une bête d'ouvrier en colère face à un bourgeois, elle le défonce, hein, euh, et un peu plus rien à perdre que ses chaînes, eh ben, elle va vouloir peut-être assouvir quelques vengeances, hein, en l'absence de police. Bel truc, c'est que si cette bourgeoisie a trouvé des mercenaires à employer à la place de la police et de l'armée, chers gauchistes, et que vous n'avez pas de police, ben, au risque, en fait, vous vous retrouvez juste esclave ou serf. En fait, vous avez, voilà. Le mieux, c'est quand même que les prolos soient organisés pour défoncer du bourgeois, enfin, défoncer du bourgeois, envoyer en tôle tous les malotrus qui ont maltraité la classe ouvrière, qui ont maltraité le prolétariat, et bien être capable de leur faire foutre un procès en bonne et due forme. J'envisage que si on est de gauche sérieuse qui arrive au pouvoir, gauche, une gauche sérieuse conséquente qui arrive au pouvoir, où vous ayez une force de police, une justice qui fonctionne, et qu'on fasse un bon petit procès de Nuremberg à toute la bourgeoisie exploiteuse. Vous faites un procès pour les crimes qu'elle a commis, les crimes contre le prolétariat. On a fait un procès de Nuremberg à des gens qui sont des criminels contre l'humanité. On fera un procès pour les crimes contre le prolétariat. Et la position antipoliste, opportuniste de la France insoumise, ça peut être considéré comme un crime contre le prolétariat, sachant qu'il y a des prolos qui peuvent se faire défoncer la gueule par d'autres prolos ou par des bourgeois. Enfin, il peut toujours y avoir un bourgeois un peu plus musclé qu'un prolo qui va avoir le temps d'aller à la gym, qui individuellement pourra le défoncer. Mais une bête de prolo, en revanche, voilà, c'est autre chose. Le truc, c'est que ça dépend où vous êtes, jusqu'où vous êtes. Le contexte fait que ça dépend jusqu'où vous êtes organisé. Euh, mais voilà, vraiment, il va falloir être capable de s'organiser. Si vous voulez organiser l'État ouvrier, vous ne pouvez pas être anti-police. En revanche, la police, il faudra la réformer. Éviter que vous ayez des éléments racistes contre la police. Mais dire en soi que la police, par exemple, serait raciste ou sexiste, je suis désolé, mais je vois pas. Quand j'ai vu des patrouilles, je vois les patrouilles de police, je peux pas dire la police est sexiste ou raciste. J'ai vu plusieurs fois des policiers en ville qui patrouillaient. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des blancs, des noirs, des asiatiques. Donc du coup, en termes de diversité ethnique et de sexe, tout le monde est représenté, hein. Donc en fait, ça sera un peu difficile, voilà, sans compter qu'on n'est pas aux États-Unis, un pays dans lequel le racisme est particulièrement fort chez certains policiers, les affaires. Voilà. Mais on n'est pas aux États-Unis, hein, question police. Notre police en France a ses défauts, hein.
Mais on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas dans un pays comme les États-Unis dans lequel on peut parler de racisme de la police, enfin, on peut parler de racisme tout court aux États-Unis. Mais en fait, vous avez besoin, au sein des régimes capitalistes comme au sein des régimes socialistes, d'avoir une police en fait. Même si au sein des régimes capitalistes, on pourrait avoir en tant que communiste ou en tant que socialiste éventuellement des problèmes avec une police qui pourrait défendre les intérêts de la bourgeoisie ou d'une armée, voilà. Mais ce sont des outils en fait, comme l'État. Euh, Pareil avec la justice. Vous pouvez très bien avoir une justice de classe, mais c'est pas parce que c'est pas la justice qui est mauvaise, c'est la justice de classe en fait. Donc en fait, négliger le problème de la sécurité en l'estimant comme de droite ou fasciste, c'est débile. Il faut une politique de sécurité de gauche, hein. Je vous laisse développer le sujet avec tous les éléments en fait nécessaires à la refonte de la police, peut-être des retour à une police de sécurité par exemple, de proximité, par exemple, une police de proximité, tout ce qui est de tout de genre, éventuellement pouvoir avoir un contrôle démocratique sur les actions de la police, des comités citoyens qui puissent enquêter sur les actions de la police et de la justice. Ça peut être intéressant pour dialoguer entre policiers et citoyens, avoir des institutions qui le permettent au niveau local. Ce genre de choses, hein. Il y a peut-être plein de façons de réformer la police, hein, pour en faire une institution qui soit saine. Hein, pareil, hein, avec les mouvements anti-prison à la Michel Foucault qui a eu une époque, bon, vous allez laisser des criminels se balader en pleine nature, euh, et cela au nom du socialisme ou de la gauche. Euh, le fait que Roussel ait été critiqué euh, comme un car pro-police, en fait, c'est un non-lieu, en fait. La France Insoumise, il y a eu l'affaire il y a eu l'affaire des perquisitions chez Mélenchon, ça a fait un tollé. Mélenchon est devenu très vite, c'est souvent, les Mélenchonistes sont devenus très anti-police. C'est pour des raisons quand même bizarres. Et pour moi, c'est pas l'avant-garde du prolétariat, hein, la France Insoumise, c'est des sociodémocrates, enfin, c'est des sociolibéraux. Bon, Fabien Roosevelt non plus, hein, n'est pas l'avant-garde du prolétariat. Mais entre le anti-police primaire et le pro-police primaire, il y a quand même une voie qui est celle de la refonte, la réforme, si vous voulez, des institutions policières, de se demander qu'est-ce qu'on peut améliorer pour éviter qu'il y ait des violences policières. Oui, il y a des problèmes avec la police. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se passer de police tout court? Bah non. Ça signifie qu'il faut être capable de critiquer la police et pas se passer de police. L'anti-autoritarisme, lui-même devenu autoritarisme, au sein de la gauche, c'est terrible. Cette mentalité qui considérait qu'il faut absolument imposer au sein de la gauche des positions de désordre, de désordre public en fait. Excusez-moi. Cette position-là, de vouloir s'opposer à toute forme d'ordre public, en l'estimant bourgeois, peuvent malheureusement désorganiser le prolétariat lui-même. Avec le problème de la délinquance et de la criminalité que subissent le prolétariat en fait. Le prolétariat n'est pas indemne de ces problèmes. Et vous n'avez pas fonctionné comme ça, en autogestion. Ouh là là, la police est méchante, on va s'autogérer, on va faire de petites milices. Bah, vous serez soumis à l'arbitraire.
je, c'est très bien qu'il y ait des services d'ordre dans des syndicats, mais du coup, vous allez les critiquer à leur tour comme policiers, en fait. Parce que c'est ça, en fait. On reproduit un peu un même modèle, hein, potentiellement. On a toujours besoin d'une forme d'autorité policière, entre guillemets, hein, à moins que, enfin, on fait toujours d'équivalent. Hein, il y a toujours une gestion de ces problèmes de conflits, de crimes, de délits qui font que vous ne pouvez pas occulter le problème de la police et le fait qu'il puisse préoccuper le prolétariat. En fait, pour résumer, il y a un prolétariat qui est divisé entre des positions d'un prolétariat situé à gauche qui va un peu s'en foutre des questions évoquées parce que il sera plus intéressé par l'aspect économique, disons, euh, de, de la gauche, enfin de la gauche social-démocrate, de la NUPES, et un prolétariat qui lui va être de droite, qui va être Rassemblement National, qui lui va peut-être aussi considérer que la nation est une protection contre la mondialisation, qui est une mondialisation économique, rappelons-le, même si bon, le FN va trahir, enfin a trahi, parce qu'il a quand même abandonné complètement l'idée du Frexit, au passage, les frontières économiques, le protectionnisme, basta. Hein. Bon, de toute façon, à une époque, il était ultralibéral, le FN. Eh bien, et qui considère que les questions de sécurité, d'immigration, de nation, euh, de frontières ont leur importance, en fait, se sentent menacés dans leurs conditions de vie, leur mode de vie, leur qualité de vie, voilà, va voter à droite. Et vous êtes, tant qu'en fait on n'aura pas de gauche qui sera capable de fédérer les prolos, enfin d'unir les prolos, j'ai un peu du mal avec le terme fédérer, excusez-moi, c'est mon côté jacobin qui ressort. Tant qu'on n'aura pas une gauche capable d'envisager ces problématiques, parce qu'elle les considère comme de droite, y apporter un éclairage de gauche, eh ben on sera foutu. Hein. On sera foutu parce qu'on aura une profonde division du prolétariat, et on aura, grosso merdo, aurez des positions gauchistes chez les socialistes, les pseudo-socialistes de la NUPES, en fait, parce qu'ils ne vont pas s'intéresser à des questions qui préoccupent les masses, en les estimant que les masses, bon, voilà, les masses sont un peu réac. Il y a des gens dans les masses qui seraient réac, donc du coup, il ne faut pas les écouter. Je garde que mon électorat, voilà. Même si ça, au final, il représente peut-être moins en moins quelque chose, au final, ça a peut-être un peu trop réduit le truc. Les libéraux qui vont être détestés, mais garder l'hégémonie, euh, et qui vont potentiellement garder l'hégémonie, et les nationalistes, qui en fait vont être les premiers à trahir la nation, qui vont faire des promesses sociales qui de toute façon ne vont pas respecter, mais qui vont davantage donner confiance, parce qu'ils ne vont pas traiter de façon... Parce qu'ils vont traiter de sujets que la gauche a abandonnés, euh, que la gauche a rejeté le traitement de certains sujets, et comme ils les traitent, ces sujets, et comme il n'y a pas le sectarisme de gauche au sein de ces organisations de droite nationalistes, eh bien, ils vont gagner des voix de gens qui pourraient tout à fait être convaincus, s'il en était autrement, de positions de gauche. Et donc, du coup, ça va être soit les libéraux qui vont gagner, soit les nationalistes. Les nationalistes et conservateurs, puisqu'il y a des gens qui sont conservateurs pour conserver leur mode de vie, en fait. Hein, pas qui sont conservateurs, mais parce que ils estiment que le libéralisme, que le progressisme et le libéralisme, étant donné qu'on a un progressisme en apparence qui est du libéralisme, que de libéralisme appliqué à la culture, eh bien, qui vont devenir conservateurs, mais pas parce qu'ils sont fondamentalement réactionnaires. Évidemment, il y en a, hein, des gens qui sont fondamentalement réactionnaires là-bas. Pas faire de l'angélisme. Mais il y a des gens qui sont plus ralliés à gauche, parce qu'ils veulent conserver euh, une vie tranquille. Et donc, du coup, seront occupés par ces sujets-là que j'évoquais. Euh,
ils vont voter pour la droite, clairement, et ça va être des prolos. Ça va être une part, en tout cas, ça va être une partie des prolos. Il va y avoir une partie des prolos qui va voter à gauche, une partie qui va voter à droite, mais il ne va pas y avoir d'unité des prolos. Hein. Il va falloir traiter intelligemment les questions, ces questions-là en l'occurrence. Et les libéraux, bien que détestés, vont exploiter cette division du prolétariat de gauche et du prolétariat de droite. Et comme on n'a pas un prolétariat de gauche qui aura su convaincre le prolétariat de droite, eh bien, vous aurez soit la victoire des libéraux, soit celle des nationalistes. Bon, ensuite, ils se feront détester, hein, les nationalistes, hein, parce que ils vont manquer à leurs promesses, voilà, vous n'allez pas trouver des gens qui pratiquent le matérialisme dialectique qui est historique dans sa formule marxiste au sein du Front National. Hein, vous n'allez pas avoir de gens qui vont être... je pense pas que vous allez avoir des gens qui vont vous parler de marxisme-léninisme là-bas, ou qui vont vous parler de socialisme démocratique, ou en évoquant à ce point Jaurès, ou de marxisme-léninisme en évoquant Marx-Lénine, voilà. Vous n'allez pas avoir vraiment tout à fait. Bon, il pourront y avoir certains à évoquer le nationalisme de la Révolution française. Ou certains vont pas forcément à évoquer ce nationalisme-là, on va dire. Et plutôt évoquer l'inverse. Euh, mais voilà. À force de ne pas évoquer des préoccupations qui peuvent être populaires, d'en faire des tabous, ben la gauche, elle perd. Elle perd du terrain. En fait, il faut que la gauche chasse sur le terrain du populisme de droite. En fait, pas qu'elle soit d'accord avec le populisme de droite, mais qu'elle comprenne que certaines thématiques peuvent préoccuper le prolo et qu'il faut dialoguer avec le prolo de base, qu'il soit de gauche ou de droite, il faut dialoguer avec le prolo de base et savoir pourquoi celui-ci, avec un système d'enquête, hein, pourquoi celui-ci peut voter à droite plutôt qu'à gauche. Hein. En évoquant les sujets que je vous ai évoqués, hein, c'est-à-dire nation, frontières, immigration et sécurité. Parce que il faut en fait parler de nation parce on doit lutter contre la mondialisation et donc on doit lutter non seulement contre le mondialisme et le nationalisme, contre le nationalisme et le mondialisme. On veut pas, enfin, moi je rappelle ma ligne, hein, je m'oppose à la fois au nationalisme chauvin et à la mondialisation libérale, au capitalisme mondialiste. Je suis à la fois opposé au nationalisme chauvin et à la mondialisation libérale. C'est ça ma ligne. Et bien pour ça, il va falloir en parler de la nation. Il va falloir évoquer le sujet, franchement, et être capable de faire des nuances, de dialoguer avec nuances avec ces gens-là, avec des gens divers et variés, pour essayer de convaincre. De toute façon, ceux-ci vont être déçus à un moment donné, mais il va falloir être capable de les réintégrer dans le giron de la gauche, ces gens-là qui se sont égarés. Ou peut-être qu'ils ne sont pas si égarés que ça, et que c'est que la gauche qui s'est égarée en ayant abandonné des sujets qui sont de l'ordre aussi des réalités politiques. La réalité politique de la construction d'un État. Hein. Frontières parce que l'économie, hein, enfin, pour des raisons économiques. Hein, immigration parce que, en fait, on va forcément en parler à un moment donné, et il va falloir lutter contre le racisme. Et en fait, c'est pas en faisant la politique de l'autruche qu'on le fait, ça. Euh, c'est en évoquant franchement le sujet. La sécurité, parce que c'est un droit fondamental que la sécurité, le fait d'être en sûreté, de ne pas subir d'agression, de violence, et que c'est ce qu'on veut pour une société socialiste ou communiste, que les individus puissent se développer correctement. Et donc, du coup, vous imaginez quelqu'un qui est, bon, déjà quelqu'un qu'on assassine, mais quelqu'un qui se fait molester,
mutilé, violé. Vous imaginez ce que c'est? Enfin, s'il peut manger, mais à sa faim, mais qu'il peut être molesté, violenté d'une quelconque façon, ça ne présage pas grand-chose pour son développement individuel. Euh, Parce que bon, le marxisme, il y a d'individualité dans le collectif, hein, je précise. Et donc, voilà, si on n'évoque pas ces thématiques qui peuvent être importantes pour le prolet de base, en fait, on ne fera pas l'unité du prolétariat à gauche. Euh, il y a des sujets qu'il faut évoquer et ne pas bêtement assimiler à la droite. Voilà. Voilà. Mon optique est purement stratégique, hein, enfin, purement stratégique, purement réaliste, purement analytique. Voilà. Je sais qu'il y a des questions morales hein, qui poussent un certain nombre de gens à gauche à ne pas se poser ce genre de questions ou à ne pas les poser franchement. Et au bout d'un moment, il va falloir les poser franchement. Au bout d'un moment, si tu n'évoques pas franchement les sujets, avec les points positifs, négatifs, ben ces sujets-là, ils vont te retomber dans la gueule parce qu'il y aura quelqu'un qui l'aura évoqué et qui t'aura bien ridiculisé en face. Euh, Il y a énormément de sujets en politique. On ne peut pas tous les traiter, c'est vrai. Il faut être capable de... On ne peut pas mettre tout le monde d'accord sur tout, c'est vrai. Mais on doit essayer d'être réaliste sur comment convaincre, dans quelle optique, quelle stratégie réaliste élaborée, dans quel but, et si on ne se pose pas des questions par principe de ça c'est de gauche, ça c'est de droite, si on n'est pas capable d'aborder des thématiques, parce que des thématiques seraient placées à gauche et des thématiques seraient placées à droite, hein, des sujets de société, bah, on ne comprend pas que c'est la façon dont on traite ces sujets qui est de gauche ou de droite, et pas ces sujets pour eux-mêmes. Hein. Dire par exemple l'économie c'est de droite, c'est débile. Un marxiste sérieux dit non, l'économie, la droite prétend traiter d'économie, mais nous on a une analyse qui se base sur le matérialisme et on considère que les crises de surproduction, la libre concurrence, ça pose problème, hein, ce genre de choses. Et qu'on on a une critique du capitalisme qui se base sur des bases matérialistes qui font que non, on ne peut pas laisser les libéraux dire que l'économie c'est de droite. Parce que non, le marxisme, l'économie c'est marxiste. Hein. Enfin, l'économie, le marxisme parle d'économie, les libéraux parlent d'économie. C'est des sujets qu'on ne réserve pas à une idéologie. Il y a plusieurs façons d'envisager le sujet. Et si tu dis par principe qu'un sujet, qu'une thématique est de gauche ou de droite, en fait, tu laisses juste l'adversaire remporter la partie. Ce qui est débile. C'est ce qui est vraiment pas stratégique du tout. Voilà. Donc maintenant, après ce long épisode d'analyse politique, enfin, de réflexion politique, hein, eh bien, je vous souhaite à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, de bien prendre soin de vous, pas finir enrhumé comme moi, et raison égalité, nous vaincrons.